You give me the go. We're good to go? Great. Thank you very much. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Soyez la bienvenue. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, selon où vous êtes. Je suis ravie d'ouvrir la première session thématique de notre forum sur la croissance verte et développement durable, se concentrant sur les transports humains et conception des villes. Je suis dans la division des villes, politiques urbaines et développement durable. Je serai votre modératrice aujourd'hui. Vous avez l'habitude, surtout si vous étiez à la première réunion plénière, mais je voudrais, pour un peu de background, vous donner quelques éléments d'information, en particulier ce qui est le plus important de vous dire que la session est enregistrée et sera rendue disponible sur la page web de l'OCDE et vous invitez orateurs, oratrices ainsi que le public d'utiliser soit l'anglais ou le français lorsque vous posez les questions ou lorsque vous faites vos interventions. Nous avons la chance d'avoir l'interprétation dans les deux langues officielles de l'OCDE, donc profitons-en. Un mot également pour vous inviter à être très actifs à travers cette session dans les médias sociaux, sur les réseaux sociaux, ainsi que l'utiliser la fonction questions-réponses et dire à qui est votre question parmi les orateurs. Et je garderai un œil sur les questions et le chat, la fonction chat, et je donnerai un peu de temps entre les sessions et à la fin pour pouvoir poser les questions. Comme je vous disais, c'est un plaisir pour moi de commencer de présenter cette conversation sur un sujet très important, le transport urbain, la mobilité urbaine propre et la discussion de la conception des villes. Pour ceux d'entre vous qui avaient participé dans la session précédente, vous avez déjà entendu parler de l'importance des villes pour construire en mieux dans quelle mesure la pandémie et d'autres crises dans le passé ont vraiment ouvert des avenues pour un nouveau normal, un new normal, comment nous vivons, comment nous travaillons, comment nous nous déplaçons dans les villes. Et nous avons vu des décalages de paradigme, des changements de paradigme sur de nombreuses questions où il n'y aura plus de retour en arrière, une relation renouvelée à la proximité et des attentes par rapport à la sensibilisation des boucles locales et la réduction des émissions de CO2 et des coûts d'agglomération que nous connaissons dans nos villes et dont nos villes souffrent en particulier, surtout les grandes villes. Et ça sera un grand plaisir pour nous d'entendre certains des penseurs, des agisseurs, n'est-ce pas, sur ces développements récents que nous avons entendus des pays de l'OCDE en particulier. Nous allons regarder trois domaines principaux. Tout d'abord, essayer de comprendre le rôle que la planification urbaine joue pour la réduction de la pollution, l'atténuation du changement climatique et la promotion du bien-être des gens en général. Ensuite, essayer de comprendre l'impact de cette pandémie et les implications pour le transit de masse et la mobilité soft dans ce nouveau normal. Et à Paris aujourd'hui, il y a une longue conversation qui est en cours sur le plan de vélo que la ville met de l'avant et nous verrons comment cela comment on arrivera à ces solutions qui les rendra peut-être plus acceptables qu'il y a 2-3 ans. Ensuite, troisièmement, de regarder l'allocation des lieux publics et comment certains des concepts qui ont attiré beaucoup de monde et nous avons les architectes, un des architectes avec nous, c'est-à-dire la ville à 15 minutes, réfléchir sur l'urbanisme. Nous avons d'abord un keynote speaker et c'est un plaisir pour moi de présenter Karen Van Kluzen-Capos. Karen a été nommée secrétaire générale de police en septembre 2014
après avoir été la directrice de la recherche du réseau pendant 8 ans. Depuis 1998, elle participe à des activités de mise en réseau, innovation et politique de la mobilité urbaine, ainsi qu'un large éventail de projets de recherche européenne sur les transports urbains. Karen va partager la sagesse développée par Police sur le transport urbain. Ensuite, nous rentrerons dans une discussion de panel et je les présente brièvement. Nous aurons la maire de Haïfa, Israël, Einat Kalish-Rotem, qui est également membre de l'initiative des maires champions de l'OCDE pour la croissance inclusive. Nous aurons avec nous Carlos Moreno, l'architecte, comme je vous disais, du concept de la ville du quart d'heure et qui est professeur associé directeur scientifique de l'Université Sorbonne. Ensuite, Arely Carreon, activiste et maire à vélo de la ville de Mexico. Et plus proche de moi, dans cette salle, j'ai mon collègue Wallace Vaslati, senior économiste, et les panélistes ici à l'OCDE. Les panélistes auront 4 minutes et nous prendrons bien évidemment des questions. Karen, vous avez une présentation PowerPoint de 10 à 12 minutes pour planter le décor. Pourrez-vous nous donner un petit peu d'informations sur Police? Je sais que je vous ai présenté, mais dites-nous un peu plus de ce que vous faites et les leçons apprises de cette pandémie. Merci beaucoup de m'avoir invité pour parler d'un sujet qui est très important de Policy Network et ce sont des réseaux qui travaillent sur la mobilité urbaine et l'innovation. Nous avons 150 villes et régions à travers l'Europe et bien évidemment espacer les villes, reconstruire la colonne vertébrale et repenser la mobilité urbaine. Voilà le sujet pour planter le décor. Alors, lorsque nous pensons à la mobilité, nous pensons que nous avons de nombreux défis lorsqu'il s'agit du transport dans nos villes et le changement climatique, mais la pollution de l'air, la congestion et la sécurité routière, se concentrant sur la décarbonisation, l'amélioration de la qualité de l'air et un décalage modal dans le changement de comportement. Alors, avec tout ceci est venue la COVID-19 qui a été une expérience très forte, très difficile pour les transports. Alors, question que nous avions avant, est-ce que nous irons du confinement à l'embouteillage parce que c'est les transports qui ont été impactés, mais une opportunité également sur laquelle il faut capitaliser. Nous avons la chute des transports publics qui n'ont pas encore récupéré. En même temps, les gens commencent à voir la voiture comme une bulle de sécurité. En même temps, nous voyons des opportunités en matière de redistribution de l'espace, le boom du voyage actif, ce que c'est d'avoir l'air propre sans congestion et travail de la maison à domicile. C'est quelque chose qui continuera après cette pandémie et qui impacte également le schéma des voyages. Les transports publics ont souffert, mais je voudrais également souligner que cela continuait à opérer pour fournir des services à ceux qui en avaient besoin au milieu du confinement et pendant la pandémie, et qui est un exemple excellent de ce que devrait être le transport public. Ensuite, nous nous retrouvons devant un élan unique qu'il faut saisir. Les gens sont ouverts à des changements de comportement lorsqu'il y a un moment qui change, qui impacte notre vie. Et la COVID-19, c'est peut-être un moment de la sorte qui pourrait changer nos comportements en matière de transport et assurer que les changements soient durables. En même temps, nous savons qu'une façon de gagner les cœurs et les esprits, c'est de leur donner l'expérience dans la vraie vie. Et nous avons ainsi produit
introduit des mesures temporaires pour que les gens puissent voir et ressentir, si vous voulez, les choses et pour rendre plus permanent ces expériences temporaires. Donc, intégrer cet écosystème de mobilité multimodale durable. Alors, cette année et demie, nous voyons qu'il y a un réespacement des rues, donnant la priorité aux piétons, aux vélos, réduisant les vitesses des voitures et les espaces plus larges pour les piétons et les voies cyclistes développant plus rapidement que prévu. Et donc, ce sont des signes très encourageants. Et la question sensible de réduction des voies des places de parking avoir davantage de possibilités pour les gens de se rencontrer à l'extérieur avec des bancs, comme vous voyez, et les aires de jeu à l'extérieur. Et c'est une initiative qui dit que la rue est à vous. Alors, la pollution de l'air diminuée et la majorité est d'accord que c'est en effet quelque chose qui est nécessaire et c'est une bonne façon d'aller de l'avant. Et maintenant, regardons où nous en sommes aujourd'hui. La Fédération des vélos européens. Les kilomètres de infrastructures annoncées, mises en œuvre. Vous voyez que le graphique est très encourageant et beaucoup de mesures annoncées ont été mises en œuvre, ont été déployées. Nous parlons des vélos, mais également des zones sans voiture et des trottoirs plus larges. Donc, progressivement, les villes introduisent ces mesures en faveur de davantage d'espace pour les modes plus actifs, durables. L'augmentation de l'infrastructure est amenée à un nombre de vélos augmenté, augmentation de 48% dans cette étude qui vient du Mercator Research Institute. Et avec, bien évidemment, les bénéfices à la santé. Nous voyons que les villes où les mesures pourraient devenir permanentes, que les chances de devenir permanentes ont un plan de mobilité urbaine durable. Ils avaient déjà un plan sur comment ils voulaient reconcevoir leur ville. Et ce qui est fait aujourd'hui, c'est accélérer les mesures qui étaient déjà dans le pipeline. Nous voyons également que les villes peuvent être très agiles pour s'adapter lorsqu'elles sont sous pression et le changement peut arriver très vite lorsque l'action est requise rapidement et créer un espoir. Ce qui est très important lorsque nous parlons de ces différentes mesures, c'est lorsque la ville est chargée d'un outil important, c'est l'espace urbain et ils deviennent gestionnaires de cet espace urbain. Lorsqu'il y a d'autres modes, ils peuvent voir quelle est la priorité de mode de déplacement. Et vous avez le prix de l'espace, mais la réallocation de l'espace. Et les villes essayent d'aller vers la gestion dynamique de l'espace urbain où la fonction de l'espace urbain diffère selon les besoins du moment et de la période. C'est une étude qui a été entreprise par le Forum international des transports. Mais bien évidemment, toutes ces interventions permettent cette approche de la ville à un quart d'heure et je ne vais pas en parler dans le détail car nous avons le père même de ce concept qui nous parlera un peu plus tard. Mais c'est quelque chose qui gagne beaucoup de terrain dans les villes telles que Paris, par exemple. Alors, lorsque nous regardons là où nous en sommes en matière de transport public, le transport public n'a pas encore récupéré beaucoup, 60 à 70% de ce qui
par rapport au niveau pré-pandémique. Alors, en même temps, il faut être sûr que nous reconstruisons cette colonne vertébrale et redéfinir ce que c'est véritablement le transport public et voir qu'est-ce qui peut faire partie de la famille des transports urbains. Lorsque nous regardons le transit de masse, il y a des alternatives qui sont tout aussi accessibles, équitables et gérables. Et d'autres crises de transport qui sont encore là, malheureusement. Et nous devons avoir une mobilité partagée et un mix, ce qui exigera de nouvelles sortes de partenariats publics-privés, nouveaux modèles d'entreprise. Et il faudra également considérer, subventionner certaines modes qui, s'il aident les villes à atteindre leurs objectifs de politique publique et leurs objectifs d'équité pour ce qui est de la disposition de mobilité. En mettant ces options ensemble, avec multimodalité et l'intermodalité, nous pouvons vraiment atteindre beaucoup d'objectifs alternatives avec la liberté de enfin donner cette impression de liberté que les gens pensaient avoir avec la voiture. Différentes options, par exemple, le rail suisse donne des options où la micromobilité est offerte, mais également intégrer les options de micromobilité dans leur propre transport public. Il y a des exemples encourageants qui montrent que l'intégration physique a lieu sur le terrain et par le biais des interchangements, différents modes et également le côté digital numérique pour pouvoir combiner de façon numérique ces différents modes. Mais lorsqu'il s'agit d'un changement radical dans nos pays, nous ne pouvons pas le faire avec des incitations. Il faut être sûr que le pollueur paye. Internaliser les politiques transport non viables, les zones à émissions faibles et zéro émission. Et vous avez donc le pays, enfin, il faut des charges, la responsabilité, la redevabilité, ainsi que montrer un leadership, car il n'y a pas une solution miracle qui nous aidera à transformer le transport. Il faut utiliser le bâton ainsi que la carotte pour opérer ce changement. Si nous prenons l'élan qui est devant nous, prendre les mesures et prendre les mesures qui sont temporaires, les rendre permanents et utiliser la crise actuelle pour devenir plus résilient et tourner vers l'avenir. Merci beaucoup, secrétaire général de police. C'était une présentation très intéressante. Quelques éléments de votre présentation de pourquoi ce changement est nécessaire, quel type de transformation vous faites appel et le pourquoi. Je pense que nous avons beaucoup appris sur la connexion au lieu public, l'espace public. Il est vrai que le discours autour de réduire les voitures individuelles dans des grandes zones métropoles est souvent associé avec les externalités environnementales qu'elles génèrent, et en particulier la pollution. Mais vous nous avez rappelé que c'est également une question d'espace public, car une voiture en moyenne dans une ville est stocké 18% du temps et 50% de l'espace public est lié directement ou indirectement aux voitures. Et vous avez vraiment souligné de reprendre l'espace public, ce que nous entendons de plus en plus
et de rappeler que le vélo est partie de la solution, mais n'est pas la seule solution. Et vous avez souligné dans quelle mesure également, et c'est ce que notre plaidoyer ici à l'OCDE, c'est que la mobilité doit être équilibrée et rappeler l'importance des transports publics. Et nous connaissons le modèle d'entreprise du transport public qui est en danger en raison de l'anxiété produite par la distanciation physique pour les habitants de zones urbaines et comment le bâton et la carotte et d'autres éléments que vous avez évoqués, à collecter les revenus mais change des comportements. Il s'agit de changer, n'est-ce pas, nos comportements individuels. Merci beaucoup, Karen. Restez avec nous et nous allons rentrer dans le panel maintenant, mais je vais vous faire appel à vous sur certaines des questions qui vont être posées. Alors, je vous remercie tous d'être avec nous. Je vais passer au français, présenter Carlos Moreno. Vous êtes l'architecte de la ville du quart d'heure et on reviendra dans un instant sur la ville du quart d'heure en tant que telle, mais c'est vrai qu'en discutant avec vous récemment, on a aussi échangé sur les leçons de la COP26 et notamment cet appel, cette injonction d'accélérer cette transition écologique dans les villes, puisque c'est là où la plupart des gens vivent et travaillent, et on sait le transport, la mobilité et les nouvelles formes de proximité que vous appelez de vos voeux ont un rôle très important à jouer. Est-ce que vous pouvez peut-être, dans un premier temps, en restant sur cette question de l'espace public et de la révolution des proximités, partager votre pensée et le rôle de la décarbonation des transports dans ce nouveau paradigme? Bien sûr, chère Aziza, merci beaucoup pour cette aimable invitation. Et je salue les personnes qui sont connectées. Je les salue de Barcelone, justement, la communauté internationale se donne rendez-vous dans 3 jours. Je viens de sortir d'une table ronde, justement, sur les liens entre la mobilité et l'espace public, qui est tout à fait la question qui est posée. Et je dirais, comme j'ai pu le dire ce matin ici à Barcelone, que ma première réflexion à vous partager sur le fait que l'espace public aujourd'hui, c'est la clé pour nos villes, pour retrouver la démocratie, pour retrouver du brassage, pour retrouver de la mixité sociale, pour trouver des lieux dans lesquels on puisse revendiquer l'égalité des genres également. Mais l'espace public, pour qu'il joue ce rôle de lien social qui est également extrêmement important. Ça doit être donc un espace public à haute qualité de vie humaine et pour cela, il faut le libérer au maximum de tout ce qui empêche que ce lien social, ce lien humain puisse avoir lieu. Et c'est pour ça que quand je évoque cette notion de proximité heureuse, j'ai dit que les hommes, les femmes, les personnes âgées, les jeunes ont droit, toutes et tous, à un espace public qui soit pour vivre et non pas uniquement pour voir passer les voitures à longueur de journée, qui en plus, avec la problématique des CO2, des pollutions, des particules fines, complexifie un problème en dégradant la qualité de vie. Je ne suis pas dans une dynamique dans laquelle on oppose les voitures par rapport à l'espace public. J'ai dit tout simplement que dans les villes, en fonction de la densité, en fonction de la concentration, donc les hypercentres, les lieux à haute densité, les lieux à moyenne et haute densité, il faut que cet espace public, effectivement, permette de créer une triple activité. Une activité écologique, bien sûr, avec une décarbonation importante et libérée par rapport à la santé et l'air de particules fines, mais il faut qu'elle joue aussi un rôle par rapport à l'économie. Il faut que ce soit des lieux dans lesquels l'économie puisse permettre l'émergence de nouveaux modèles, de nouvelles activités, des commerces locaux, réindustrialisés. Et pour cela, effectivement, on a besoin d'essayer le retour entre l'espace public et les espaces privés, mais dans le sens de la convivialité. Et le troisième élément, il faut que ce soit un lieu d'inclusion sociale pour ceux qu'on a du mal aujourd'hui à se finir par les bien vivre ensemble. Et dans une période où on voit le racisme, la démagogie, le populisme s'installer dans nos vies,
dans nos villes et nos villes, notamment aussi avec une technologie qui crée des bulles et dans lesquelles chaque individu vit dans ces bulles, plus que jamais, ces espaces de brassage sont absolument indispensables. L'espace public a un sens s'il contribue donc à améliorer cette mixité. Mais cette mixité, je considère qu'elle doit être donc la clé de voûte de ces proximités heureuses, c'est-à-dire des lieux dans lesquels l'espace public également vient côtoyer, des lieux dans lesquels on va trouver des activités de travail, des activités de commerce, des activités qui ont lieu à la santé, des activités sportives, des activités culturelles. Je considère, et on en parlera peut-être tout à l'heure, que les proximités aujourd'hui, c'est l'enjeu majeur dans nos villes, dans les années et dans les décennies qui viennent. Et que donc le transport public est en fait un corollaire de la présence ou de l'absence d'une socialisation intense. Le Covid-19 nous a montré que plus que jamais, cette proximité a besoin d'intensité sociale. Le Covid-19 nous a montré que nous devons donc créer cette espèce de nouveau tissu social dans lequel on puisse se retrouver les uns et les autres, mais que l'économie va de pair également avec l'écologie, puisque nous ne pourrons pas avoir la génération de valeur et les répartitions de la richesse si nous n'arrivons pas à installer des activités productives. Donc, je préconise et je me bats pour un espace public donc de partage, pour un espace public qui irrigue la ville également de services, et pour un espace public dans lequel l'ensemble des proximités permettent de nous faire accéder à de nouvelles ressources que parfois nous ignorons et que nous allons très loin les chercher, quand en fait ils sont juste à côté de nous, il faut les découvrir, il faut les apprivoiser, et c'est pour cela qu'il faut des politiques urbaines assez ambitieuses qui permettent de capter la richesse de la proximité que souvent nous ignorons. Merci beaucoup, Carlos Moreno, professeur associé au sein de la chaire Entreprises, Territoires et Innovation de la Sorbonne à l'IAE et architecte du concept de la ville du quart d'heure. Je crois que j'entends dans vos propos, Carlos, que l'accessibilité et la mobilité ne sont pas antinomiques. C'est vrai qu'on a tendance à opposer les deux en disant qu'on passe d'une logique de mobilité à une logique d'accessibilité, mais qu'il faut de la mobilité au sein de cette proximité heureuse que vous décrivez, et notamment les aspirations économiques, sociales et environnementales qui vont avec. On reviendra vers vous, cher Carlos, sur la ville du quart d'heure en particulier et son application jusqu'à ce jour. And it's my pleasure now to turn to our... C'est un plaisir pour moi maintenant de me tourner vers le deuxième invité, maire Einat Kalish Rotem de Haïfa, en Israël. Vous avez beaucoup insisté et vous avez fait des efforts énormes pour freiner l'étalement urbain, réduire au minimum la pression foncière et sur l'utilisation, l'occupation des sols et préserver la biodiversité. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette rénovation urbaine et comment vous avez associé différentes parties prenantes? Parce qu'on montre quelquefois ici que les promoteurs immobiliers résistent au changement, par exemple la reconversion des bâtiments en autre chose. Vous avez créé cette coalition avec le secteur public et le secteur privé. Vous avez la parole, Madame la maire. Merci de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'être là. Au cours des 3 dernières années, nous avons travaillé sur des plans de rénovation urbaine, à peu près 40 plans qui mettent l'accent sur les vieux quartiers, des lieux où il faut repenser l'infrastructure. Il y a eu une forte pression à Haïfa et dans tout Israël pour créer de nouveaux quartiers, de nouveaux lieux. J'ai reçu quelques nouveaux plans que j'ai essayé d'arrêter. Ce n'était pas facile pour que les énergies soient réaffectées vers
les lieux qui avaient besoin d'une rénovation. Nous avons changé les mentalités en matière de développement, d'urbanisme, pas de plan de zonage, par exemple. Nous mettons l'accent sur des paysages ou lieux multi-usages. Nous mettons l'accent sur l'association de transport dans les lieux avec les lieux de travail parce que j'aimerais voir moins de voitures dans la ville. Nous repensons également l'infrastructure telle que l'infrastructure naturelle. Haïfa est une très belle ville située en haut d'une montagne avec beaucoup d'espaces verts. Et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour maintenir ces espaces verts et rénover le cadre bâti, l'environnement bâti. Et nous mettons également nos efforts sur les rues piétonnes, le plan de piétonisation en réduisant comment dire, en réduisant les distances entre les lieux résidentiels et les zones tertiaires commerciales, ce qui a modifié la politique en matière de petits commerces. Et nous avons également des projets pour que la ville soit vivable. Alors, il y a eu plusieurs projets pendant la pandémie pour redynamiser les villes, les rues commerciales. Nous avons réduit la nécessité d'avoir recours au transport autant que possible. Nous essayons d'aider les personnes à marcher pour se déplacer. Alors, ce n'est pas facile parce que Haïfa est située sur une montagne et c'est quelquefois difficile de se déplacer. Mais nous avons réussi dans différentes localités à avoir plus de personnes dans les rues. Ce sont les efforts que nous avons faits depuis 3 ans. Nous avons commencé avant le début de la pandémie et nous avons accéléré nos interventions au cours des 2 dernières années autant que possible. Merci beaucoup, Madame la maire. Et cela fait écho à ce que Karen avait dit auparavant. Dans quelle mesure est-ce que cette pandémie a servi d'accélérateur? Certaines des initiatives qui étaient prévues ont été accélérées et c'est fascinant de voir comment vous essayez d'aller au-delà de la logique de somme zéro pour l'occupation des sols. Il ne s'agit pas d'aménagement urbain, d'agriculture, d'énergie. Vous essayez de trouver des motivations qui se complètent et des infrastructures multi-usages, les espaces verts, c'est très intéressant et vous positionnez la ville. Quelquefois, ce sont les promoteurs et quelquefois des acteurs facilitant cette transition. Alors, je vois qu'il y a 200 participants, près de 200 participants en ligne. Vous pouvez poser vos questions dans l'encadré questions-réponses et nous passerons donc après au panel. Alors, du Mexique, troisième intervenante, Aurélie Carreon, qui est maire vélo. Peut-être que vous pourrez nous dire ce que cela signifie. Vous êtes de la ville de Mexico et vous avez été une militante
environnementale et écologique. Et nous savons que c'est réformer la mobilité dans les villes a besoin d'évolution culturelle, d'engagement politique. Vous avez des preuves, vous avez des bénéfices, vous les avez quantifiés en matière de santé, par exemple. Karen en a parlé du point de vue de police, mais également documenter le coût de ne pas adopter ces politiques. Comme vous le savez, à l'OCDE, nous sommes axés sur les données et les faits pour les orientations de politique. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces bénéfices et de ces coûts issus de votre recherche et des publications récentes? Et pourquoi vous pensez que la révolution du vélo est aussi lente malgré la prise de conscience de ses bénéfices et de ses coûts? Bonjour à tous, merci, je suis heureuse d'être là. Oui, je suis une militante du vélo. En tant que maire vélo, c'est un poste créé par une des ONG néerlandaises. Nous sommes plus de 100 militantes dans le monde qui créons des synergies pour faire progresser le déplacement à vélo dans le monde. Comme les orateurs précédents l'ont dit, il y a effectivement un élan vers le vélo en raison de la pandémie. Alors, nous avons des émissions qui sont coûteuses. Nous avons les personnes qui souffrent de l'émission. Nous avons également les accidents de la route. Donc, les décideurs politiques et les différents acteurs ont été sensibilisés quant aux coûts et aux bénéfices. Alors, nous parlons également maintenant de changer de mentalité. Nous savons ce qui fonctionne déjà et ce qui doit être fait au Mexique en raison de la pandémie. La ville de Mexico, San Pedro et autres villes ont créé des pistes cyclables ponctuelles pour réduire la demande sur les transports publics. Et il a fallu 2 semaines de planification, 3 jours pour la mise en place. Et le résultat de ces infrastructures peu coûteuses et rapides. Alors, les autorités de Mexico l'ont fait avec du matériel recyclé qui était déjà disponible. Il y a eu un succès immédiat pour les passagers des transports publics. Nous avons réussi à faire en sorte que les automobilistes sont passés sur le vélo, des transports publics vers les vélos, et cela a pu également améliorer les conditions de travail pendant la pandémie. Et selon les autorités et les mesures faites par les ONG, cela a doublé le nombre de déplacements utilisant le vélo. Ceci étant dit, nous avons fait une campagne avec les ONG et ceci va devenir une infrastructure permanente. Nous avons de nouveaux kilomètres qui sont en cours de construction. Donc, c'était un moment exceptionnel, cette pandémie, pour montrer les avantages de cette mobilité. Et le gouvernement a créé également le plan pour une mobilité durable. Et pour la première fois, le vélo a fait partie des discussions sur les milieux
urbain. Nous avons 70 organisations dans un organisme qui a considéré que cette forme de mobilité est un droit au Mexique. Nous voyons qu'il y a le retour des embouteillages, une augmentation de la pollution et malgré le fait que cette résolution sur le vélo et puis avec ses coûts, inclusion, cela n'a pas été toujours clair. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des reculs. Et en tant que militante, faisant partie d'une communauté mondiale de militantes, eh bien, nous savons que le vélo permet d'atteindre 11 des 17 ODD et nous savons que c'est une technologie qui est propre, à faible coût, rapide, et il y a des résultats positifs immédiats et également des résultats positifs pour d'autres types de bénéfices, le renforcement du tissu social, l'identité locale, le sens d'appartenance, tous ces éléments que Karen a mentionnés, l'importance de réunir les gens, que les personnes puissent vivre dans leur ville, pas seulement de transiter rapidement par une ville. Alors investir dans le vélo, c'est sûr, c'est rentable, avec plus de 19 fois le retour sur investissement, comme des mesures l'ont indiqué, comme la Banque mondiale par exemple. Il y a 300 organisations qui ont signé une lettre au président de la COP26 recommandant la reconnaissance du vélo comme une mesure de mobilité qui doit être adaptée le plus rapidement possible. C'est une technologie qui est disponible pour tous les pays et c'est abordable pour la majorité de la population. Il faut simplement surmonter nos idées reçues et investir dans le vélo et discuter cela plutôt que d'être distrait par les voitures. Merci beaucoup à Aurélie de nous avoir passé en revue les évolutions dans la ville de Mexico. Je suis d'accord avec vous. Ceux qui ont été à Mexico City savent que c'était nécessaire. L'environnement peut faire sa transition. Vous avez parlé de l'agilité des villes et c'est quelque chose que nous avons déjà entendu dans l'intervention de politique à travers l'urbanisme tactique qui a rendu des choses possibles à moindre coût, même en matière de la consultation pendant la pandémie, soulève la question. Est-ce que ces arrangements seront intégrés dans l'avenir ou pas? Nous y reviendrons dans la question-réponse, mais la crise était une opportunité pour accélérer cette vague et cette révolution du vélo. Si vous avez information sur ces maires, 100 maires plus de vélos pour qu'ils puissent partager dans cette discussion, partager leur adresse valide. Vous avez documenté beaucoup de coûts sur l'étalement, l'expansion urbaine en termes de provision de services, la pollution de l'air. Est-ce que vous pouvez nous donner un de vos résultats et nous donner des solutions sur comment compacter cette extension, cet étalement? Vous savez, des fois, on parle de expansion, le sprawl, comme mot peut être positif ou négatif, parlant du développement urbain. Le développement urbain, c'est une nécessité. C'est quelque chose qui continuera dans l'avenir parce que nous savons une croissance démographique. Nous savons également qu'il y a un besoin de maisons, d'infrastructures, de transport, de la mobilité, tout cela. Néanmoins, nous savons également que les formes urbaines ou la morphologie des villes
est tout à fait corrélé aux schémas de mobilité et les schémas de transport. Alors, lorsque nous regardons cette forme et cette évolution, c'est un aspect important qui peut influencer la conception des politiques. Mais avant d'arriver aux politiques, regardons un petit peu quelques idées sur le développement urbain. La forme des villes compte pour différentes raisons, pour des raisons sociales, économiques, environnementales, comme nous parlions, nous l'évoquions. Et la façon dont nous avons regardé la forme de la ville, c'était important d'avoir une approche multidimensionnelle. À savoir que la ville n'est pas uniquement une question de comment nous distribuons l'utilisation des terres par tête d'habitant, par exemple, c'est-à-dire combien de personnes consomment l'espace à leur niveau individuel. Mais cela va au-delà de ça. C'est ce que nous appelons la densité démographique, c'est la densité faible, densité urbaine faible, c'est-à-dire que il y a une expansion, mais dans le territoire de la ville, zone urbaine, est très importante car vous observerez que tout d'abord, les colonies urbaines sont déconnectées. Vous voyez des habitations ici ou là, et cela peut avoir un impact sur les écosystèmes et la biodiversité. Et ça, c'est un aspect important. Et la population autour du territoire d'une ville n'est pas égale. Si vous voulez, vous avez certains quartiers avec une densité très faible, donc usage des terrains plus larges, et le contraire dans d'autres endroits. Alors, c'est une situation, bien évidemment, qu'on trouve dans différentes configurations de par le monde, dans différentes villes. Mais ce qui est important, et ça c'est un aspect que nous évoquions lorsque nous parlions de la pandémie, c'est un problème mondial, le développement urbain pour l'avenir, dans l'avenir, n'aura pas les mêmes questions. Le moteur le plus important, c'est la croissance démographique, et la pression de la croissance démographique sera plus élevée dans les pays en voie de développement, les économies émergentes dans l'avenir. Et je parle sous le contrôle d'Aziz, car dans les 3 décennies à venir, la population va doubler, n'est-ce pas? Donc imaginez, c'est énorme. Nous sommes pratiquement 50%. Disons que si nous sommes 7 milliards, 3,5 milliards sont urbains. Demain, vous aurez 7 milliards qui sont représentés par la démographie urbaine, les populations vivant dans les villes. Et bien évidemment, c'est quelque chose qui a beaucoup changé, que ce soit à Paris, Auckland, Milan, etc. Donc, disons tout d'abord que ce qu'il faut faire, c'est basé sur cette approche multidimensionnelle. Observons l'évolution. Parce que c'est ce qu'il nous faut, que nous observions d'abord comment le développement urbain développe dans le monde, autour des villes. Et avec cette observation, aujourd'hui, avec les images satellitaires et d'autres techniques que nous avons, nous pouvons suivre le voie de développement et avoir des développements très utiles pour les planificateurs au niveau de la ville qui peuvent aider à mieux concevoir des politiques meilleures. Merci beaucoup, Walid Weslati, senior économiste, direction de l'environnement. Merci beaucoup d'avoir parlé de la qualité de urbanisation. Nous avons parlé de différents pays. Le coût de l'agglomération est peut-être au-delà de l'avantage de l'agglomération parce que l'urbanisation était d'une faible qualité, mauvaise qualité. Juger la qualité de l'urbanisation, la question de la mobilité, le transport est au cœur même, n'est-ce pas, de ces critères multidimensionnels
que vous mentionnez, mais également de montrer la diversité des situations, car en effet, nous avons un habitant sur deux, 48%, selon le degré de l'urbanisation développé par l'OCDE, vivre dans les villes. Aujourd'hui, vous avez 55% des personnes qui vivront dans les villes avec plus de 50 000 habitants. 70% si vous prenez la définition basée sur les pays, car la définition varie d'un pays à l'autre. Mais c'est une méga tendance qui exige un certain nombre de solutions pour traiter ces coûts d'agglomération. Nous reviendrons plus tard sur ce que recommande l'OCDE sur une de meilleures villes ou pour réduire ce risque d'étalement avec un effet collatéral de la pandémie, car ce que nous entendons aujourd'hui avec la révolution numérique et de télétravail et comment cela affecte dans une certaine mesure les préférences des personnes qui vont vers des villes de taille moyenne proches des grandes agglomérations. Les véhicules automatisés, par exemple, auront un impact également sur l'étalement, sur l'expansion, le développement des villes. Mais je vais maintenant commencer avec Valide, avec le deuxième round des questions. 3 questions que j'ai vues dans le chat et dans le Q&A. Je vais commencer avec vous, Madame la maire. On dit souvent qu'il faut s'ouvrir pour voir ce qui se passe à l'extérieur de ces pays et que les hommes et les femmes politiques doivent être tournés vers leur père à l'étranger pour apprendre comment les choses sont faites ailleurs et également de vraiment déclencher le potentiel positive. Et les maires ont été très actifs ces 2 dernières années, en particulier pour se rassembler, pour partager leur sagesse. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur comment vous travaillez en tant que maire de Haïfa? Parce que avec tous les problèmes auxquels vous êtes confrontés tous les jours, comment est-ce que vous utilisez l'inspiration que vos pairs peuvent vous apporter? En fait, beaucoup d'inspiration. Nous étions en contact et dans les conférences et le Zoom aujourd'hui, la capacité d'être connecté avec tout le monde. Et nous avons beaucoup vu, beaucoup lu sur la façon dont les autres villes ont traité des changements qu'il faut avoir dans nos villes en raison de la pandémie et également pour d'autres raisons. Il y a beaucoup de choses que nous avons fait. Par exemple, nous avons pris quelques rues qui étaient importantes, nous les avons fermées, nous les avons ouvertes uniquement pour les piétons et nous avons installé du mobilier urbain et nous voyons différentes utilisations dans les lieux publics. Des atmosphères différentes, n'est-ce pas? Et beaucoup de nos citoyens ont regagné le domaine public dans la ville. Ils ont découvert des espaces qu'ils ne connaissaient pas, qui existaient. Et donc un énorme changement. Et je dirais que c'est peut-être l'une des choses principales que nous ayons faites. Nous avons beaucoup travaillé avec les PME ainsi que d'autres partenaires. Et notre objectif était de voir les changements. Bien évidemment, c'est quelque chose que nous avons vu dans beaucoup d'endroits dans le monde. Les voies des pistes vélo sur lesquelles nous avons travaillé. Aujourd'hui, nous travaillons sur d'autres plans pour rajouter des voies, des pistes cyclables. Et avec la capacité d'utiliser le Zoom, nous avons également
tenu des événements de participation du public. Vous savez, nous ne pensions pas que ça allait marcher, mais en fait, c'était incroyable de voir comment les gens voulaient tellement participer dans les projets urbains. Et des fois, nous avons ouvert les événements où nous avions des centaines de personnes qui sont venues. Les personnes étaient confinées chez eux. Et nous avons pensé que la vie urbaine ne peut pas s'arrêter, qu'il fallait continuer avec notre travail dans la ville, son développement. Et c'est également ce que nous avons projeté aux citoyens de Haïfa, que nous sommes là, nous sommes en train de travailler, vous pouvez participer. Et grâce à la capacité d'utiliser les connexions numériques, nous avons vu que beaucoup de citoyens faisaient partie de nos projets et sont devenus partie de nos projets. Voilà, c'était l'inspiration, je pense, de beaucoup de villes. Merci beaucoup, Madame la maire. Deuxième question pour Aurélie sur la sécurité liée au vélo. Vous avez parlé, bien sûr, des bénéfices et beaucoup de nos participants évoquent les mises en garde que font les villes pour sécuriser ceux qui utilisent le vélo. Ça, c'est une des plus grandes barrières, je dirais, pour le choix lorsque la personne opte pour le vélo. C'est un composant clé pour rendre l'alternative viable. Nous avons l'opportunité maintenant que nous entrons dans la deuxième décennie d'action pour la sécurité routière et je pense qu'on peut dire que dans le contexte mexicain, dans notre expérience, plus les gens utilisent le vélo, plus les gens utilisent les rues, cela améliore et montre que les gens peuvent gagner la confiance et la force d'aller prendre le vélo tous les jours. Et tout comme un autre changement, vous savez, lorsqu'on fait un changement dans la vie, un nouvel exercice, une nouvelle nourriture, un nouveau régime, et vous avez besoin de temps de s'adapter. Et je pense qu'il est très important de dire que les villes et les personnes doivent persévérer si nous voulons ces changements, si nous voulons que ces changements fassent partie des solutions et fournissent tous les résultats qu'ils peuvent fournir aux villes et au monde en général. Il est très important d'aller avec caution, avec précaution, et faire attention, mais les mesures de sécurité pour ralentir la vitesse et pour avoir les conditions qui peuvent réduire les accidents et de pouvoir partager la rue, la ville et permettre ce changement de nous donner tous les avantages que ce changement peut apporter à la ville. Merci beaucoup. Une dernière question, peut-être à Carlos et Karen sur l'économie politique de la réforme. De nombreux commentaires disent « Ah, nous avons eu les preuves depuis longtemps, maintenant nous avons les données, nous connaissons les bénéfices de cette transition vers les formes propres de mobilité urbaine. Et en même temps, c'est quelque chose qui ne se passe pas, du moins pas au niveau et à l'échelle qu'on voudrait que cela se passe pour que et maintenant que la crise ne soit pas perdue comme le sont. Donc, vous avez mentionné le bâton et la carotte. Comment est-ce qu'on peut accélérer la révolution de la bicyclette? Carlos, peut-être avec vous et ensuite Karen, avec des points de vue européens. I think you're on mute, Carlos. Carlos, vous n'avez pas activé votre micro.
Oui, merci pour cette question. En réalité, la crise que nous vivons aujourd'hui, elle est double. Elle est même triple. Nous avons donc une crise climatique qui, quoi qu'il arrive, on l'a vu avec la COP26, nous oblige à changer nos modes de vie. C'est la première leçon. Plus que nos mobilités, c'est nos modes de vie qui doivent être changés. On peut continuer à changer nos mobilités. On peut continuer à utiliser le vélo, mais si on change nos modes de vie, nos modes de travailler, nos modes de produire et nos modes de consommer, on sera toujours dans l'impasse. Deuxième élément, cette crise donc, est également une crise de santé. La crise de la pandémie est une crise beaucoup plus profonde parce qu'elle nous a entraînés dans notre mode de fonctionnement par rapport au temps dont nous disposons, par rapport au temps utile, par rapport à nos proximités, par rapport à nos quartiers, par rapport à nos ressources. Troisième élément, le modèle économique, et je réponds à la question également, donc, sont en train d'échanger en profondeur dans les villes. Pas uniquement dans les hypercentres, mais il y a aussi des changements par rapport aux gens qui habitent un peu plus loin que par rapport à l'hypercentre. Donc, moi, je dis toujours, je l'ai dit à Aurélie qui fait un travail formidable au Mexique, la question de la mobilité, elle doit être liée non pas uniquement à un mode de déplacement décarboné, elle doit être liée à comment nous sommes capables de créer des liens entre nous, à comment nous sommes capables de tisser de la valeur, à comment nous pouvons changer nos modèles de production et nos modèles de consommation. Si on continue à faire des vélos, mais si on continue à acheter par Alibaba ou par Amazon, si on continue à acheter avec des sacs plastiques, si on continue à produire donc d'une manière déconsidérée et à consommer un peu n'importe quoi, même si on est en vélo toute la journée, eh ben, on sera toujours au même point. Et donc, cette question, Aziza, je réponds en disant, pour changer radicalement, et ça a été dit tout à l'heure par Karen, si nous devons changer radicalement, ce n'est pas être extrémiste, c'est aller à la racine des choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, aller à la racine des choses, c'est proposer un autre mode de vivre fondamentalement. C'est pour ça que je considère que la révolution des proximités, avec la ville des quarts d'heure, avec les territoires des demi-heures, est une manière de faire l'écologie de manière différente. Parce que la ville du quart d'heure, quand on marche et quand on est en vélo, on vit différemment. Parce que le travail d'aujourd'hui, je ne suis pas pour les pyjama working, pour travailler chez soi. Je suis pour le travail décentralisé, pour irriguer les quartiers et les lieux de lieux de travail dans lesquels on vient un quart d'heure à 20 minutes, on est connecté à distance et on passe de quelques heures à quelques jours sans aller de manière obligée aux endroits où nous allions avant tous les jours avec 2-3 heures de transport. Moi, je dis que l'enjeu de la mobilité dans nos villes aujourd'hui, si on va vers cette révolution de la proximité, des proximités au pluriel, c'est quitter la mobilité obligée par la mobilité choisie. Et la mobilité obligée, c'est pas uniquement les voitures, c'est pas uniquement le métro, c'est également quand on est obligé de faire même 1 heure en vélo. Donc la mobilité choisie, ça va avec un autre mode de production. Et pour les pays de l'OCDE, c'est se mettre en cause effectivement sur comment on crée de la valeur avec un comportement écologique et un comportement social qui soit à impact positif. Merci, Carlos. Karen, your quick turnaround on this question. Karen, l'accélération de la mise en œuvre, oui, nous avons la preuve qu'il faut transformer les transports, mais quand on veut introduire des transformations liées à des modes plus durables, eh bien, la réponse c'est prouver que cela va fonctionner, que cela va améliorer la ville et ne pas empirer les choses pour moi en tant qu'individu. Et c'est injuste. Nous avons nous avons les résultats du manque d'action et lorsqu'on veut faire quelque chose d'amélioré, il faut justifier avec des données solides et quantifier l'impact. Alors, c'est injuste, mais nous essayons de réunir des preuves pour que nos villes assument leur rôle de leadership et prennent des décisions à bon escient. Alors, il faut concilier ce que les individus veulent et ce que la société veut en tant qu'ensemble. Et
Ce qui est bien, c'est que nous travaillons dans un monde de plus en plus numérique et l'on peut se servir des données disponibles pour apporter des preuves et prendre des décisions sur des données factuelles pour soutenir les modes durables que nous voulons défendre. Et il faut évidemment traiter ces données de façon intelligente et les transformer en preuves pour prendre des décisions en faveur de la durabilité. Alors, pour revenir à ce que la maire a dit, il faut voir ce que font d'autres villes et s'en servir comme source d'inspiration. Et cela dit qu'elle veut aller vers l'émission zéro. Dans le cadre 2030-2050, il nous demande d'apporter des exemples de Paris, d'Amsterdam, etc., pour que nous prouvions que nous ne sommes pas les seuls à faire cela et qu'il y a différentes villes qui s'unissent pour s'attaquer aux défis. Et quand il s'agit d'éventail de mesures intégrées, nous pouvons cocher plusieurs cas. Ce qui est bien pour le changement climatique, c'est bien pour la qualité de l'air, pour la sécurité et pour réduire les embouteillages. Donc, avec une approche intégrée, nous pouvons répondre à plusieurs objectifs. Merci d'avoir insisté sur l'éco-bénéfice, Walid. Alors, il y a quelques recommandations que l'OCDE fait pour freiner l'étalement. Ce sont les gouvernements nationaux, locaux qui doivent s'en charger ou les deux. Qu'est-ce que vos recherches prouvent? Il y a 4 principes pour toute action publique dans l'interface développement urbain, transport. D'abord, la cohérence de l'action publique. Comme vous le savez, il y a plusieurs secteurs d'action publique. Vous avez le transport, le logement, le développement économique, l'énergie. Donc, la cohérence est nécessaire. Et par le passé, nous avons noté un manque de cohérence. Il y a différents objectifs qui sont défendus, quelquefois des objectifs conflictuels. Ensuite, il faut être sûr des résultats, être sûr que cette politique peut changer les effets sur l'environnement, sur le plan social. Donc, il s'agit d'efficacité. Nous avons parlé de transport public. Et quelquefois, vous avez des objections au prolongement de lignes de bus ou de métro parce que on se dit que, eh bien, ce n'est pas efficace du point de vue économique. Et là, on se dit que lorsque vous incluez le coût évité pour les transports publics, les choses sont différentes. La pollution, par exemple, si vous avez plus de personnes qui utilisent des transports publics, vous avez ce coût évité qui est important. Et puis, être juste, être inclusif, ça c'est aussi important. Et il y a 3 vecteurs que l'on peut utiliser. Et là, je voudrais reprendre à mon compte ce que le professeur Carlos a dit, à savoir raccourcir les distances pour la pendularité. Il faut y penser à long terme dans l'urbanisme, dans l'aménagement urbain. L'autre vecteur d'action publique, c'est soutenir l'évolution technologique avec les véhicules autonomes, électriques, la mobilité électrique également pour les transports publics. Il y a plusieurs plans de par le monde dans ce domaine. Troisièmement, promouvoir la mobilité partagée, partager les voitures, mais également les services, et également la mobilité douce. Ça veut dire que lorsque cela est possible, que le vélo soit disponible et que la marche à pied également soit disponible pour tous. Cela est lié à l'aménagement des voies publiques, à la sécurité également. Et puis, nous avons le transport public pour tous. Que les transports publics ne soient pas uniquement pour les banlieues. Nous comprenons maintenant qu'on a l'impression que le transport public, c'est pour la banlieue, mais il faut réviser cela. Il faut qu'il y ait des transports publics de bonne qualité, fréquents,
et les personnes seront plus intéressées. Merci beaucoup, Walid, pour ces principes qui mettre l'accent sur le rôle essentiel des politiques nationales à l'OCDE. On s'est rendu compte que, en vase clos, traiter des transports ou du logement, cela ne fonctionne pas. Et il faut éviter les barrières administratives qui sont contre-productives et voir ensemble où les personnes travaillent et vivent. Et les gouvernements nationaux ont un rôle essentiel à jouer pour l'aménagement de leur ville. Et plusieurs des vecteurs que vous avez mentionnés insistent sur la responsabilité partagée à l'échelon local et national. Nous savons que les investissements, 40% des investissements publics vont au transport sont à l'échelle infranationale. Donc, nous avons besoin d'une cohérence de politique et de gouvernance. Oui. Alors, je voulais savoir, Aurélie, avec les maires vélos, les autres maires vélos, qu'est-ce qu'il faut plus pour déclencher le potentiel du vélo? Quel est votre point de vue en tant que militante? Il faut avoir de meilleures discussions parce que j'ai vu ce qu'il y avait dans les questions et réponses. Nous avons les preuves, les résultats sont visibles. Nous devons aller plus vite pour que ces changements soient encore plus visibles, abordables et positifs pour plusieurs personnes, particulièrement les décideurs. Et nous avons un rôle important à jouer en tant que citoyens, en tant qu'organisation. C'est tellement important. Nous n'avons pas besoin de laisser les politiques agir seuls. Il faut que nous soyons présents, qu'on se fasse entendre, dire qu'il faut une meilleure qualité de l'air, que les rues soient plus sûres, que nous voulons des espaces mieux aménagés, vivre dans nos villes. Et c'est un rôle que nous devons jouer en tant que citoyens. Il faut savoir que tout le monde a un pouvoir et que nous avons besoin d'utiliser ce pouvoir au quotidien. Pas seulement dans nos choix de vie, mais dans la façon dont nous choisissons de nous réunir et de participer au débat public, à l'affaire publique. C'est une révolution qui concerne non seulement le changement de mobilité, mais la façon dont nous vivons nos vies. Comme le docteur Moreno l'a dit, il faut que l'on prenne les choses en main, qu'on se fasse entendre et qu'on milite en faveur du changement et qu'on fasse partie du changement que nous voulons voir se produire. Merci beaucoup, Aurélie. Madame la maire, vous avez parlé de quelques initiatives que vous avez adoptées pour que le centre-ville soit plus consacré aux piétons. Alors, il y a une question dans le Q&A. Le rôle des citoyens et des ONG dans ces mesures urbaines qui sont prises à l'échelon local. Vous avez dit que vous êtes en discussion avec le secteur privé, des acteurs privés. Nous savons que les bénéfices et les coûts ne sont pas répartis de façon égale entre les habitants des villes. Alors, quel est l'appui du gouvernement national des pays qui sont centralisés, comme Israël? Comment est-ce qu'ils peuvent vous aider à accélérer votre action? Comme je l'ai dit, nous avons organisé des manifestations avec les citoyens, participation publique. La pandémie ne nous en a pas empêchés. Et c'était incroyable. Toutes les parties prenantes, les personnes ont participé, les citadins, les communautés,
les parties prenantes, tout le monde a voulu participer. Nous avons commencé à communiquer avec des petits groupes de personnes pour comprendre leurs besoins, pour savoir ce qui leur manque et comment répondre à leurs besoins. Comme vous l'avez dit, nous avons donc prévu la piétonisation et avec la pandémie, eh bien, les personnes ne voulaient pas utiliser les transports publics. Donc, il s'est passé deux choses à Haïfa. Il y a eu une navette de taxi, un bus, un minibus d'une capacité de 10 personnes maximum. Et cette navette s'arrête aux arrêts de bus. Mais vous pouvez, grâce à une application sur votre téléphone mobile, appeler un grand taxi ou un minibus. Et pendant la pandémie, nous avons dit que seul un nombre limité de personnes peuvent l'utiliser. Et ceci est devenu un bon moyen de transport pour les personnes qui avaient besoin d'aller au travail et les transports publics étaient arrêtés. C'était une option utile que nous n'avions pas auparavant. C'est pendant la pandémie que cela a démarré. L'autre mesure, c'était d'avoir des escalators mécaniques. Comme je vous l'ai dit, Haïfa est en haut d'une colline escarpée. C'est une ville très escarpée, pendue. Et dans le centre-ville, nous avons essayé de trouver des lieux qui étaient centraux pour les personnes. Donc, nous avons placé des points et nous avons établi des liens entre ces points en indiquant où nous voulions que ces escalators soient placés. Et il y a deux projets. À l'heure actuelle, nous avons planifié au cours des 2 dernières années et nous espérons mettre en œuvre, déployer bientôt. J'espère avoir répondu à votre question. C'est un exemple intéressant de coproduction partant du bas vers le haut et également une étude localisée des besoins. Non. Et en profiter pour dire qu'il nous reste à peu près un quart d'heure. Si vous avez des questions en ligne, n'hésitez pas à les poser et on aura peut-être une fenêtre pour en prendre 2 ou 3 de plus. Carlos, d'abord pour vous donner l'opportunité de développer ce concept de la ville du quart d'heure et si je puis me permettre aussi peut-être expliquer votre pensée quant à l'aspect inclusion qui est lié à cette ville du quart d'heure, car on a beaucoup discuté, notamment tous les deux, et on voit certaines voix s'élever aussi contre ce qui est perçu comme étant peut-être des risques de fragmentation ou de ségrégation spatiale si on juxtapose des villes du quart d'heure qui sont déconnectées les unes des autres. Je crois que ça n'est pas la philosophie de votre pensée, mais j'aimerais vous donner l'opportunité d'expliquer et de faire le lien entre la ville du quart d'heure et la question des inégalités, dont on sait que c'est une patate chaude pour beaucoup de villes aujourd'hui dans les pays de l'OCDE. Carlos. Tout à fait. Merci Aziza pour cette question. Et effectivement, la ville du quart d'heure, c'est devenu aujourd'hui un gimmick repris un peu partout dans le monde, mais il faut d'abord partir des fondamentaux. Nous vivons aujourd'hui, depuis 70 ans, dans des villes très segmentées, dans des villes très fragmentées, même dans des villes avec beaucoup de ségrégation urbanistique, économique et sociale. Deux chiffres qui sont extrêmement clairs et un peu partout dans les mondes métropolitains. Globalement, autour de 70% de la population active qui est quelque part dans son territoire s'élève à peu près aux mêmes heures, tôt le matin, pour converger par un déplacement vers moins de 10% du territoire. On est en train de toucher cette pendularité
qui est un reflet des inégalités que nous sommes en train de vivre parce que tout le monde ne se déplace pas de la même manière. Le bâtiment dans lequel nous avons construit dans les villes, il faut savoir qu'entre 30 et 40% sont ouverts uniquement dans la journée. C'est-à-dire que entre 60 et 70% du temps, des bâtiments qui sont là, qui sont prêts à l'emploi, sont fermés. Nous avons une énorme ségrégation sociale dans les villes parce qu'on a créé une très forte séparation sociale entre des fonctions élémentaires, l'habitat, le travail, la santé, la culture, l'accès à l'éducation. Et donc, c'est parce que nous sommes partis du constat de cette fragmentation que nous avons proposé, en fait, un autre mode de fonctionnement qui repose sur la mixité de ce que nous appelons la circularité sociale. Nous avons identifié, après un long travail de recherche et également de terrain, 6 fonctions sociales qui sont indispensables pour avoir justement une meilleure qualité de vie. Habiter dignement, travailler sans de longs déplacements, autant que possible, accéder à des vrais achats par des circuits courts et pas par Internet, accéder à la santé physique et mentale en suivi de proximité, et on voit avec le Covid, accéder à l'éducation et à la culture également dans une proximité qui facilite donc cela pour tout le monde, et pouvoir se prélasser avec un air pur, de l'air, de la végétalisation. La ville du quart d'heure, en fait, ce n'est pas mes quarts d'heure à moi. La ville du quart d'heure, c'est une ville polycentrique dans laquelle on veut recréer un nouveau mode de vie, dans lequel on vient réaménager notre manière de vivre en faisant donc de la mixité fonctionnelle quelque chose qui ira de pair avec une mixité sociale. C'est également préserver les biens communs. Et les biens communs, c'est très important par rapport à ces villes de proximité au pluriel dans lesquelles les quarts d'heure, c'est les quarts d'heure de tout le monde pour que la ville soit irriguée des services. Le bien commun, c'est considérer par exemple que le commerce et les emplois locaux sont un bien commun. C'est ce qui a fait la ville de Paris, par exemple, qui a une filiale de la ville de Paris à 100%, qui s'appelle la CMAES, qui achète des mètres carrés un peu partout dans la ville pour installer des commerces qui vont faire de l'artisanat, qui vont faire des librairies, qui vont faire des salles d'exposition, qui vont vendre des produits recyclés de deuxième, troisième vie. Des commerces qui n'auraient pas pu exister si ce n'était pas un bien commun, parce que le loyer aurait été très cher. C'est également les sociétés que la ville de Paris a créées, des social housing, pour pouvoir loger les gens dans des quartiers et les sortir des ghettos. C'est également offrir du travail décentralisé pour que tout le monde ne se déplace pas à la même heure à l'autre bout de la ville. C'est également proposer que la culture ne soit pas uniquement dans quelques lieux dans lesquels j'y vais, mais qu'on irrigue les quartiers également de la culture. C'est les centres de santé, pour que la santé puisse venir et être à disposition de tous et chacun, par des moyens physiques ou par des moyens technologiques. Vous voyez que, je m'arrête là parce que j'essaierai trop long, mais la ville du quart d'heure, c'est les quarts d'heure de tous et chacun. Écologiquement, ça permet d'irriguer des services auxquels je peux accéder d'abord à pied ou en vélo, mais je peux aller où je veux parce que je ne suis pas dans cette mobilité obligée pour aller 1h30 ou 2 heures ou 3 heures dans la journée dans mon lieu de travail à partir de mon lieu d'habitation. C'est donc donner à la vie beaucoup plus d'équilibre écologique, économique et social. Donc la ségrégation sociale, ségrégation urbaine, elle est déjà présente et nous voulons lutter. Par contre, je l'ai dit également, ce n'est pas une baguette magique, ce n'est pas uniquement donc en quelques semaines qu'on va changer 70 ans d'urbanisme moderne fragmenté. C'est pour ça qu'il faut avoir une feuille de route portée par une gouvernance locale qui donc prend les sujets, travailler avec également le secteur privé, notamment pour que l'emploi se décentralise, et aujourd'hui on peut le faire avec les Covid, et impliquer les citoyens avec l'urbanisme tactique, l'urbanisme temporaire, et également donc changer la culture citoyenne. 3 choses pour finir. Il faut changer les rythmes de vie dans la ville. Tant que les rythmes sont les mêmes, nous aurons des villes qui seront donc inégalitaires. 2, mieux utiliser toutes les ressources que nous avons près de chez nous, un lieu, plusieurs usages, et chaque usage de nouveau possible. On gagnera beaucoup de temps, d'efficacité
et on pourra mieux implanter des fonctions économiques et sociales dans les proximités. Et trois, il faut changer la culture urbaine. Nous savons que c'est le plus difficile parce que pour beaucoup de gens, c'est plus facile d'aller en voiture à l'autre bout de la ville que c'est dire qu'on va être en proximité, qu'on va dire bonjour aux voisins, qu'on va faire ses achats, non pas par Internet, mais en allant donc dans les marchés à côté, parce que ça va recréer de l'emploi, ça va recréer de l'activité. Chrono-urbanisme pour le rythme des vies. Chronotopie pour que les lieux soient d'usage multiple et topophilie pour qu'on soit capable d'aimer les lieux dans lesquels on vit, sortir de stress et sortir de l'anonymat. C'est ça les ingrédients avec les biens communs que nous proposons pour une ville de proximité heureuse, bien loin d'une caricature des villes ségrégatives, puisque nous nous battons pour une ville d'inclusion sociale avec des nouveaux modèles économiques qui créent de l'emploi et qui créent de la richesse. Thank you very much, Carlos Moreno. Merci, merci beaucoup, Carlos Moreno. Ça nous rappelle que la ségrégation est déjà une question très importante dans les données produites par l'OCDE. Cela démontre que pour les grandes villes comme Londres ou Baltimore, vous pouvez avoir une différence de 20 ans de votre espérance de vie selon votre code ZIP. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, le besoin de revoir notre relation avec le temps et comment la révolution numérique et la révolution du télétravail peut accélérer de repenser les choses pour que les gens ne réfléchissent pas à la même chose en même temps, vraiment s'agglomérer dans des moyens de transport en même temps. Mais en même temps, il faut repenser l'infrastructure de telle façon à ce qu'il y ait des différents usages à différents moments de la journée, que ce soit l'école, le restaurant. Et nous savons que ces bâtiments sont utilisés que pendant 30% du temps d'une journée. Donc, minimiser la pression sur le terrain, etc. Avoir un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. Et la relation des citoyens au bien-être et comment repenser ce que les économistes appellent les bénéfices des agglomérations selon la présence des travailleurs et des entreprises qui peut être revue et revoir notre relation avec le temps. Merci beaucoup. Nous avons 5 minutes et je vous donnerai 1 minute ou 2 maximum. Karen, je voudrais vous poser la question posée par le chat sur la technologie. Sur la discussion autour des villes intelligentes, il y a la perception que des fois, il y a l'identification du problème, la réponse technologique au problème. Certains parlent de technologie pour résoudre certains problèmes. Vous avez également réfléchi sur le refaçonnage et aller vers les villes intelligentes, vers autre chose. Donnez-nous votre pensée sur le tech et le numérique et la ville de demain. Dans 1 minute ou 2, et ensuite nous clorons notre réunion. Une ville intelligente n'est pas une ville remplie de technologie. L'innovation n'est pas comment nous façonnons. Nous vivons, co-créons des politiques de peur de perdre n'est pas la façon d'avancer. Micromobilité ou électrification de masse. Je pense à la révolution de gouvernance. Vous avez des solutions du secteur privé qui veulent faire des profits. Très bien, cela fait partie de leur existence. Très bien. Mais vous avez l'objectif de politique publique et les solutions privées et de gouvernance politique ne sont pas alignées. Il faut s'assurer que l'innovation qu'on va introduire, embrasser, aide à atteindre leur objectif de politique. Et dans certains domaines, cela voudrait peut-être dire ne pas utiliser une donnée, une technique spécifique. Cela ne sied pas à leur question ou ce qu'ils veulent atteindre. L'automatisation, peut-être qu'il faut
pas juste remplacer les voitures existantes avec les voitures électriques pour la mobilité comme service. Il faut s'assurer que la gouvernance publique utilise les modèles qui sont le plus durables et non pas ceux qui génèrent plus de revenus. Nous voyons la monétisation avec les gens qui veulent marcher, on les aiguille vers les scooters électroniques. Il faut vraiment devenir un smart city, une ville intelligente. Et le cadre de gouvernance est très important et d'avoir les bonnes solutions dès le départ. Merci, nous arrivons à la fin. Merci beaucoup à nos orateurs, votre générosité. Karen de Paulet, secrétaire générale, Carlos Moreno de l'Université de la Sorbonne, maire Enat de Haïfa, et Areli, maire de Vélo Bicycle Mayor de Mexique, et Walid Weslati, senior économiste, direction de l'environnement. Cette pandémie a accéléré les tendances et nous voyons dans quelle mesure le transport et la conception urbaine vont de main dans la main, mais ne font pas que partie partielle de la solution. Nous allons continuer à parler dans les jours à venir et relier les points et parler des autres solutions pour repenser pour l'environnement bâti et pour les citoyens de demain. Toutes les présentations seront disponibles en ligne puisque la question a été posée, les enregistrements également. Et je voudrais également remercier les interprètes. Désolé si nous avons parlé un peu vite. Les interprètes n'ont pas toujours eu un très bon son, malheureusement, en distanciel, ce qui est souvent le cas dans les conférences Zoom. Merci beaucoup de votre présence, de votre participation. Et avec cela, nous allons clore notre première session thématique de notre forum. Merci.